Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio. Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, l'émission littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission consacrée à une double résurrection, celle de deux hommes qui auraient pu être des personnages de romans, mais qui ont préféré faire de leur vie une œuvre d'art, comme disait ce bon vieux Oscar Wilde, même s'ils n'en ont pas choisi la fin, comme Oscar Wilde d'ailleurs, puisqu'il disait de cette mort qu'elle avait été bien au-dessus de ses moyens. Ces deux hommes drainent avec eux deux mondes engloutis, celui de la Belle Époque pour l'un, celui des années 40 pour l'autre. Qui sont-ils? D'un côté, Fernand Hoxsë, dandy proustien de la Belle Époque, dessinateur, compositeur, décorateur, collectionneur, grand ami de Reynaldo Hahn ou d'Arthur Honegger, mort à Auschwitz en 1944. De l'autre, Porfirio Rubirosa, dandy hollywoodien, diplomate, pilote, don Juan et peut-être modèle du James Bond de Ian Fleming, cité par Patrick Modiano dans ses livres, grand proche des Kennedy, de Zaza Gabor ou de Daniel Darieux, mort en 65, lui au volant de sa Ferrari, pulvérisé contre un arbre au bois de Boulogne. Ce qui les réunit, cette émission d'abord, et au-delà, ces deux livres qui ont décidé de s'attaquer à ces figures dont l'élégance était la façon de vivre, l'amour du beau, la religion et le goût de la légèreté, une forme d'art. Ils sont signés Benoît Dutertre et Cédric Melletta, les deux résurrecteurs de ces destinées flamboyantes et éclipsées. Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour. Vous signez donc La mort de Fernand Hoxsë, c'est chez Fayard, qui suit de 2 ans votre dernier livre, roman pour adultes. C'est un récit qui marie à merveille vos deux passions, la musique et la littérature, pour produire un bel enfant qui surgit des limbes, des zones les plus noires de l'histoire de France, pour réenchanter quand même notre époque. Il s'appelait Fernand Hoxsë, il est né en 1879, il est mort en 1944. Il était l'un des grands talents musicaux et picturaux de la Belle Époque et de sa culture. Il vivait à Paris. C'était l'ami du Gotha artistique et aristocratique de son temps. Proust parlait de lui. On lui doit cette phrase, courte mais qui dit tout. Hoxsë règne. C'est génial, c'est formidable. Il écrit ça à son ami Reynaldo Hahn parce qu'à ce moment-là, Proust est un petit peu jaloux en fait de l'ascendant du jeune Fernand Hoxsë sur Reynaldo Hahn. Vous savez, tous ces gens-là avaient des amitiés un peu particulières. Il y a une expression assez drôle de Madame de Saint-Marceau, qui est une des grandes mécènes de l'époque, qui, parlant de la relation entre Reynaldo Hahn, le compositeur, et Fernand Hoxsë, mon personnage, dit ami trop ami. Voilà. Alors Proust, qui était l'intime lui-même de Reynaldo Hahn, qui était son meilleur ami jusqu'à sa mort, était à la fois amusé et un petit peu agacé de voir l'ascendant pris par ce jeune Hoxsë sur son ami Reynaldo. Hoxsë, voilà, personnage effectivement très proustien, comme vous l'avez dit. Alors Hoxsë règne, ou régnait, parce que depuis, finalement, le personnage est tombé dans l'oubli. Et grâce à vous, Benoît Dutertre, il renaît, il revit. C'est pourtant le hasard, dites-vous, qui vous a conduit à lui. Enfin, le hasard, il y a aussi la passion de l'opérette qui a agi. Oui, de toute façon, soyons clairs, ce personnage de Fernand Hoxsë n'est pas un personnage de premier plan. C'est pas un grand compositeur, c'est pas un peintre essentiel, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est un passeur qui a touché à tout avec beaucoup de talent et qui a traversé toute une société. Et pour moi, c'était effectivement l'occasion de faire revivre tout un monde artistique à travers ce personnage secondaire, je dis bien, sur lequel je suis tombé par hasard, comme vous dites. Parce qu'il y a plein de passeurs, des gens qui ont tenu des salons. Je pense à Madame Sabatier, par exemple, du côté des Baudelairiens, qui ne sont pas tombés dans l'oubli, dont finalement et la littérature et même l'histoire s'est souvenue. Hoxsë, vraiment, on est peu, quoi. Et c'est effectivement ça qui est terrible dans ce livre, c'est que j'ai l'impression que cette fin tragique qui va contraster avec toute sa vie tellement lumineuse, cette fin à Auschwitz par le dernier convoi, d'une certaine façon a englouti le personnage, sa vie, son œuvre dans l'oubli, parce qu'au même moment, tous ses biens ont été volés, spoliés à Paris, tout a disparu, et il n'en est rien resté après la guerre. C'est un Degas, d'ailleurs, qui est au musée d'Orsay. Sauf un Degas qui est revenu d'une façon un peu étrange au musée d'Orsay. Dont le titre est Le souper au bal, un très beau tableau, qui faisait partie de la collection d'Hoxsë, qui a été vendu pendant la guerre, comme tous ses biens. Et je pense que si Hoxsë avait survécu à cette guerre, peut-être qu'effectivement, il y aurait eu déjà un livre sur lui, beaucoup de choses qui auraient... Mais là, on a l'impression qu'il a été englouti dans cette tourmente de
la guerre et de la Shoah, et qu'il n'en est plus rien resté, et que même ses amis proches finalement n'en ont parlé qu'à demi-mot, comme c'était souvent le cas à cette époque-là. Et donc voilà, c'est de voir ce nom, ce personnage qui avait tellement compté entre les deux guerres, dans le monde de l'opérette, dans le monde du spectacle, et de voir que tout d'un coup, il disparaissait. Ça m'a donné envie d'en savoir plus et d'essayer de reconstituer sa vie à partir de sa mort. En face de vous, Cédric Melletta. Bonjour, Cédric Melletta. Bonjour Christophe. Vous venez pour votre deuxième livre, vous êtes docteur en lettres, vous avez signé d'ailleurs une première biographie intitulée Jean Luchaire, l'enfant perdu des années sombres, donc journaliste collabo, on en parlera. Absolument, c'est totalement sulfureux. Là, c'est une autre figure tout aussi sulfureuse à laquelle vous vous intéressez, puisque vous parlez de Porfirio Rubirosa dans Tombeau pour Rubirosa, qui paraît aux éditions Séguier. Porfirio Rubirosa était un esthète beaucoup plus furieux peut-être que Fernand Hoxsey, qui était lui-même un esthète, mais tout aussi tombé dans l'oubli depuis sa mort en 1965 au volant de sa Ferrari 250 GT, encastré dans un arbre du bois de Boulogne, et qui lui avait valu, cette mort, à l'époque, presque 10 pages dans Paris Match. Il était en pleine gloire, il s'appelait Porfirio Rubirosa, patronyme pourpre et scintillant, écrit un certain Patrick Modiano, qui le mentionne dans plusieurs de ses livres, où il apparaît comme un ami d'ailleurs du père de Patrick Modiano. On va commencer par le début, c'est Patrick Modiano, le jeune lecteur de Patrick Modiano, l'auteur que j'ai le plus lu, 17-18 romans, qui m'a mis sur la trace de Rubirosa. Rue des boutiques obscures, où Rubirosa apparaît toujours à la lisière, en bas de page, dans l'intrigue. Et après, hasard des lectures, Truman Capote parle de Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa, dans un autre costume, plus Café Society, etc. Et autre lecture, Vargas Llosa, que je lis sur une plage dominicaine, à Samana. Et là, je me dis, il faudra faire quelque chose. Et Vargas Llosa, on parle dans quel livre? Dans La Fête au bouc. Ouais, c'est ça. Oui. Donc on a quand même 2 Nobel. Son grand livre sur la dictature. Voilà, Rubirosa pénètre dans le monde de 2 prix Nobel. Voilà. Alors que lui n'a rien écrit, il a publié des mémoires. Quand même, on en parlera. On l'a beaucoup aidé. Les a-t-il écrits? On l'a beaucoup aidé. Le travail intellectuel, c'était pas le fort. Même s'il était assez bon sur la vie de Napoléon, ça on lui sait. Mais voilà, lui, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer dans cette quête un de ses vieux copains, un pote. 94 ans, un jeune homme de 94 ans, Gérard Bonnet, qui est le gendre d'André Dubonnet. Le fameux Dubon du Bonnet. Exactement, voilà. 7e fortune de France en 40. Donc Gérard Bonnet qui me disait, Ruby, tout le monde l'appelle Roubi, même ses ennemis. Ça veut dire, pour ça j'ai pris l'habitude de dire Roubi comme si c'était un peu mon ami. En fait, Bonnet n'a fait que confirmer mon projet, de dire tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai vu dans Modiano, dans le Capote et ailleurs. Il me dit voilà, il n'y a rien de sérieux qui a été fait sur Ruby en France. Parce que c'est vraiment, on a des bios long cours, des sagas hispanophones, anglophones. Mais là, il y avait autre chose à faire, pas une biographie traditionnelle. Alors justement, qui était Porfirio Rubirosa, Rubi, comme vous dites? Eh bien, c'est beaucoup de choses. C'est un don Juan. On lui prête 1000 femmes. C'est un diplomate, au départ. C'est quelqu'un qui a servi les dictatures les plus atroces d'Amérique latine, puisqu'il était à la botte de Trujillo, le satrape de République dominicaine. Ça, c'est le côté sombre de Porfirio Rubirosa. Et puis, c'était aussi un joueur de polo. Il y a un côté éclatant, lumineux, très paillette, pilote, une sorte de Gatsby heureux, fréquentant les grandes semons, du clan Kennedy à Zaza Gabor, un séducteur invétéré, qui a peut-être été un des modèles, en tout cas, du James Bond de Ian Fleming, qui était cueilli, finalement, dans sa quête de mouvement perpétuel, par la mort, au volant de sa Ferrari. C'est une mort accidentelle ou c'est un règlement de compte, Cédric Melletta? Parce que c'est un petit peu ambigu dans votre livre. C'est justement ce qui me démarque de la biographie traditionnelle. C'est ce côté un peu récit romancé ou roman récité, au lecteur de choisir. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne colle pas. Réduire un type qui arrive à survivre à 31 années de trujillisme, quand on connaît, c'est peut-être un des pires. Un des pires dictateurs. Il était capable, un mardi soir, de faire un banquet en l'honneur d'un de ses dignitaires et de le faire exécuter dès le lendemain. Quelqu'un d'une grande versatilité. Ruby a été son gendre. Ruby a répudié sa fille. Et Ruby, en 61, il survit au rêve. Là, je me dis, ça ne peut pas, Ruby peut pas mourir comme ça, d'autant qu'il est pilote formé par Vimy, épaulé par Fangio, pilote 24 heures du Mans Sebring, il fait 2e à Sebring. Alors,
on va me dire l'alcool, beaucoup d'alcool, certes, mais il supportait l'alcool très très bien. Très très bien. Ça fait rire Benoît Dutertre. Une nuit, il termine dans le décor avec comme dernier repas une Amstel et un jambon beurre, lui qui a été quand même un dîneur de palace. Et il y a des choses étranges. Et il y a beaucoup de choses étranges dans la mesure où il a le secret des ambassades. On n'est pas à Berlin en 36, à Vichy en 40, à Buenos Aires en 48 et à La Havane en 58. Pour rien. Ok, alors, on en reparlera. En tout cas, merci à tous les deux de participer à cette émission. Vous voyez déjà, voilà, ça démarre fort. Extrêmement romanesque, consacré à ces deux figures oubliées mais fascinantes. Quand on regarde ces deux-là, Benoît Dutertre et Cédric Melletta, on se dit que, au fond, bien que n'évoluant pas du tout à la même époque, ni tout à fait dans les mêmes sphères, ils ont énormément de points communs. Ils font surgir des époques révolues, des sociétés qui n'existent même plus, qu'on a même de la peine à imaginer. Est-ce que ce n'est pas cela qui vous fascine aussi tous les deux, de vous en saisir, vous le disiez un peu, Benoît Dutertre, comme des prismes à travers lesquels, finalement, on regarde aussi des mondes engloutis? Bien sûr. Je sais même le projet de ce livre. En fait, il se trouve que j'ai une grande passion pour la musique. J'ai peu écrit sur la musique et j'avais envie de raconter tout ce pari absolument fabuleux du point de vue de la vie des spectacles, qui est celui du début du XXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, j'avais besoin d'une certaine façon d'un personnage qui nous parle à la fois de peinture, de théâtre, de revues de music-hall, etc. Et c'était le cas de Fernand Hoxsë qui a traversé tout ça. Et si je peux, par ce livre, d'une certaine façon, faire comprendre au lecteur quel était vraiment ce foisonnement absolument incroyable qui faisait que Paris attirait les artistes du monde entier pour des créations tous les jours. Il y avait 30 théâtres d'opérette sur les boulevards qui donnaient des spectacles tous les soirs, des créations qu'allait voir le public populaire, mais aussi le public snob. Il y avait un mélange des genres. Vous savez, Proust, justement, qu'on évoquait avec son ami Reynaldo Hahn et Fernand Hoxsë, ils allaient écouter le chanteur Mayol, qui est un chanteur populaire, et c'est ça qui les enchantait. Donc il y a comme ça un mélange des registres, un foisonnement passant du léger au sérieux, de l'avant-garde au futile dans ce Paris. Donc il y a un principe d'écrivain qui est de s'en servir comme d'une lentille, finalement. D'une lentille pour essayer de reconstituer ce monde à travers mon personnage et donc en le suivant pas à pas, à travers le peu de sources que j'ai, en essayant de reconstituer, parce que c'est ça aussi qui me fascinait, si vous voulez, c'est le fait qu'il faut d'une certaine façon combler les trous avec un personnage comme Hoxsë, qui est un personnage dont il reste peu de choses, quelques témoignages, quelques témoins, quelques lettres, quelques fragments dans des livres. J'évoque un petit peu, vous savez, ces mosaïques de l'Antiquité, ces portraits incomplets comme ça, et le jeu du livre, c'est aussi d'essayer de compléter et de le remettre dans son contexte, évidemment. Et pour vous, Cédric Melletta, il y a cette volonté aussi de ressusciter un monde au-delà de la personnalité fantasque et exceptionnelle de Rubirosa. Oui, puis pointer du doigt les lacunes jusqu'à maintenant, toutes les choses qui ont été mises sur sa biographie. Une biographie, oui, on n'aime pas évoquer des choses d'enfance, on dit que l'enfance c'est pour les psychanalystes. Non, enfin, je veux dire, il y a des choses à remettre à leur place. J'ajouterais d'ailleurs que c'est un genre littéraire et c'est Cédric Melletta qui a si j'ose dire, qui donne la clé par son titre, parce que quelqu'un me dit l'autre jour, ah tiens, tu aurais dû appeler ton livre Tombeau de Fernand Hoxsë. Là, c'est Tombeau pour Rubirosa, et le tombeau, c'est un genre, vous savez, c'est un hommage. Mallarmé, on a fait beaucoup. Mallarmé, on a fait. Ravel, Couperin. À la mort des grands compositeurs, la revue musicale publiait toujours un tombeau en commandant des témoignages, des évocations à d'autres compositeurs. Et en fait, on a réalisé 2 tombeaux, ce qui n'est pas un titre qui renvoie à quelque chose de sinistre comme la mort, mais qui renvoie à tout le contenu d'une vie qui est d'une certaine façon dans le tombeau. Une fascination, parce qu'elle est là pour Ruby, et répulsion également. Ils ont en commun, ces deux personnages, d'être des créatures de papier. Vous en parliez avec le tombeau. Ce sont des tombeaux de papier, vos 2 livres. Les autres en ont parlé. Je vous cite Cédric Melletta: Lambron, l'académicien, Modiano, Vargas Llosa, les Nobel aiment Rubirosa, aiment en parler, rien de plus logique. Garcia Marquez dit: Rubirosa, un pauvre homme, ce n'est pas un cynique, c'est seulement un homme qui a cultivé son sport singulier, le mariage. Plus qu'un homme stylé, Ruby est une figure de style. Chez vous, Dutertre, Hoxsë était cité régulièrement par d'illustres artistes comme Reynaldo Hahn ou Florent Schmitt, qui le désignaient comme un des plus fins talents de la musique légère, jusqu'à ce que son nom s'évapore du jour au lendemain. Les écrivains
ont parlé de Rubirosa et de Fernand Hoxsë. Ces personnages sont imprimés, que ce soit sur du papier bib ou du papier glacé, et pourtant ils ont existé. Ce sont des êtres de chair, mais encore plus des êtres de papier. Est-ce que vous les considérez comme des personnages qui étaient en quête d'auteur et finalement voilà qui est fait grâce à vos 2 livres? Cédric Melletta. J'y reviens le temps de 2-3 pages sur ce statut de personnage. Beaucoup de choses ont été faites sur Rubirosa. Je crois qu'il avait besoin de s'installer un peu plus durablement dans un livre, et pas comme un exercice biographique traditionnel. On est vraiment dans le portrait. On me dit qu'on fait des portraits. C'est quoi? T'es pas peintre. Le portrait, c'est ce style hybride entre le récit, qui plaît à tout le monde, le souffle, la biographie, et ça pour pas mal de gens, c'est le côté un peu fastidieux, l'érudition, voilà. C'est le retour à l'archive, le goût de l'archive, le côté un petit peu thébaïde et vieux moine. Et dernière chose, l'essai, sens critique, capacité d'analyse. Je crois avoir utilisé avec un bon dosage un petit peu ces facettes. Et donc c'est un livre un petit peu hybride que j'ai proposé. Benoît Dutertre. Oui, Personnage en quête d'auteur, Fernand Moi j'ai Hoxsë. envie de dire que la démarche est peut-être plus encore de vouloir rendre justice à un personnage qui a été victime d'une terrible injustice par son arrestation, sa déportation et sa mort et cette disparition. Il s'agissait au fond, voilà, de que ça ne s'arrête pas là, qu'il ne soit pas simplement le personnage anonyme d'une tragédie mondiale, etc., mais de lui redonner chair, effectivement. Et donc, je pense que, même si c'est très longtemps après, oui, peut-être il attendait, d'une certaine façon, un auteur pour que sa vie ne s'arrête pas simplement de cette façon-là, et qu'on remonte en arrière, au contraire, pour montrer quelle a été son importance, son rayonnement. Vous avez cité Reynaldo Hahn et Florent Schmitt, on pourrait ajouter Arthur Honegger, qui est un des grands compositeurs du XXe siècle, qui a vraiment été lancé par Fernand Hoxsë, qui a dit après toute sa vie, ça a été un des plus grands drames de ma vie, la disparition de Fernand, et jamais je n'ai terminé une œuvre sans me demander qu'est-ce qu'en aurait pensé Fernand, etc. Donc voilà, il s'agissait de rassembler tout ce que je pouvais pour que ce personnage réapparaisse dans la lumière et pas seulement dans l'horreur. On pense à ces comètes, c'est-à-dire elles sont passées, mais finalement la trace lumineuse reste. Enfin, vous vouliez tous les deux que ces traces finalement impriment sur vos pages. Voilà, mais cela dit, si je m'étais en tout cas contenté de sources littéraires, ça aurait été un peu pauvre. Le jeu du livre, c'était de trouver aussi quelques sources vivantes, quelques sources plus inattendues, puis d'y faire jouer aussi un peu l'imagination. Comme vous, d'ailleurs, Cédric Melletta. Même il y a des rendez-vous secrets aussi, parfois, donnés dans des lieux improbables. Absolument, mais il y avait aussi la ferme intention de casser les mythes, des choses véhiculées depuis 50 ans. Alors, il n'y a aucune volonté c'est le demi-siècle, on est dans le demi-siècle de Rubirosa, on n'est pas dans cette logique de fêter les dates anniversaires. Je voulais vraiment, dans ce livre un petit peu décalé, un peu patchwork, montrer que Rubirosa, c'était pas que ça. On en parlera avec vous, Cédric Melletta. On rentrera dans l'univers de Rubirosa. D'abord, on va parler de Fernand Hoxsë avec vous, Benoît Dutertre. La mort de Fernand Hoxsë, c'est le titre que vous donnez à ce livre qui paraît chez Fayard. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Paris, Paris par Joséphine Baker, évidemment. Ben oui, évidemment. France Culture, le temps des écrivains par Christophe Onodibio. Ne me demandez pas si j'aime la Grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris. Paris, Paris, Paris,
madame, c'est votre robe si jolie. Paris, Paris, Paris. C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Un bijou d'ailleurs, voilà, qui nous ramène à Ruby Rosa, Paris, Paris par Joséphine Baker, c'est votre choix. Benoît Duterte, vous publiez La mort de Fernand Hoxsë chez Fayard. Paris, Paris, bah oui, vous le disiez, quoi, une époque à faire... C'est-à-dire que je crois qu'on ne mesure pas... Ça, paradoxalement, c'est une chanson qui a été faite juste après la Seconde Guerre mondiale. Fernand Hoxsë est déjà mort, mais... Le mythe de Paris reste malgré tout entier, malgré toute l'horreur qui s'est passée pendant 4 ans, et il va durer encore au moins toute la 4e République. C'est cette ville du spectacle et du divertissement. Et aujourd'hui, bon, à Paris, on a toujours beaucoup de spectacles musicaux, mais on donne plutôt souvent des comédies musicales américaines. On ne mesure pas à quel point Paris a été une usine de spectacles musicaux, de revues à grand spectacle, d'opérettes, de comédies musicales dans toute la période de l'entre-deux-guerres. C'était quelque chose d'absolument fascinant et qui attirait effectivement le monde entier. Joséphine Baker en est une illustration. Alors c'est pour ça que je voulais commencer par ce mythe parisien et aussi à travers le personnage de Joséphine Baker aller aussi d'une certaine façon contre l'idée répandue, en partie juste mais en partie fausse, que justement ce Paris de l'avant-guerre aurait été une ville qui se serait un peu repliée sur elle-même, étiolée, qui aurait été en proie à une espèce de nationalisme qui aurait conduit tout naturellement à Pétain et à Vichy. Moi, ce que je vois des années folles, c'est exactement le contraire. C'est la ville des Américains, des Sud-Américains, des gens d'Europe de l'Est, etc. Donc il n'y a aucune excuse finalement. En fait, ce que vous dites, il n'y a aucune excuse à Vichy et tout ça, parce que rien. Encore une période un peu rance aurait pu, mais c'est pas du tout préparé par cette excuse-là, quoi. Au contraire, Vichy sera le procureur, le premier procureur, parce qu'il y en aura d'autres après, de ce Paris léger et futile d'avant-guerre que j'adore et qui est celui de Fernand Hoxsë. Alors, pas de mer ni de falaise normande dans ce livre, Benoît Duterte, pas d'Étretat, pas de Havre, mais le mariage de 2 autres passions, la littérature et l'opérette, qui vous permettent de sortir de l'oubli où l'histoire a fait glisser cette figure extrêmement intéressante et émouvante de Fernand Hoxsë. Il est né en 1879, il est mort à Auschwitz en 1944. Il fut l'arbitre des élégances parisiennes, issu d'une famille juive aisée. Il a été un acteur discret peut-être, mais en tout cas extrêmement présent de la scène artistique dite de la Belle Époque, puis des années folles, vous nous en parliez. Compositeur, décorateur, peintre, metteur en scène, collectionneur d'œuvres dont l'une d'entre elles a un Degas. L'une d'entre elles a ressurgi, la plupart ont disparu, volés, spoliés, vendus, etc. Voilà, dandy proustien qui a fréquenté tous ceux qui ont compté dans le monde de la création durant cette première moitié du XXe siècle. Il fut le grand ami de Reynaldo Hahn, des Casatsu, d'Arthur Honegger, son protégé. Et ce Fernand, voilà, qu'en aurait pensé Fernand, disait toujours Honegger, même vous nous rappeliez ça tout à l'heure, Benoît Duterte. Ce Fernand, vous nous en donnez l'avis dans un livre qui a paradoxalement, ou peut-être nécessité oblige, la mort dans son titre, Mort et oubli dans la nuit d'Auschwitz, après la lumière de Paris. Vous nous disiez, c'est un tombeau, c'est une entreprise de réhabilitation. Est-ce à dire que l'écrivain est là aussi pour rendre justice ? En tout cas, je suis là certainement, oui, dans ce cas peut-être, mais surtout pour aussi essayer de faire partager mes passions les plus bizarres, et notamment celle de cet esprit totalement passé de mode qu'a incarné un Fernand Hoxsë. Et bon, à travers Pourquoi passé de mode ? Parce que l'élégance, l'à-propos, la vivacité d'esprit, l'amour de l'art et de la beauté sont pas passés de mode ? Non, ce qui est passé de mode, je dirais, c'est ce lien entre le léger, le raffiné, le futile et le profond, etc. Vous savez, il y a une chose qui est très caractéristique, par exemple, c'est que dans les années 20, et aussi au début du XXe siècle, tous les artistes les plus sophistiqués, les plus inventeurs, les plus modernes adorent le music-hall. Picasso, Stravinsky, Proust, etc. sont tous des fous de divertissement. Donc l'avant-garde aime le divertissement et la légèreté. Cocteau incarne ça aussi. Ce qui va changer complètement après la Seconde Guerre mondiale, il va se passer des choses très intéressantes, mais l'avant-garde va être gagnée par un certain esprit de sérieux, et vous trouverez ni chez les écrivains modernes des années 50 ou les compositeurs, etc., un goût pour la chanson de variété qui était ce qui caractérisait les générations d'avant-guerre. Et l'opérette, qui est votre cheval de bataille, Benoît Duterte. L'opérette symbolise ça, parce que Picasso aimait l'opérette, parce que Stravinsky aimait l'opérette, et il y avait donc un lien entre
l'art sérieux et le divertissement, qui est une notion qu'on a beaucoup perdue à notre époque. On a l'impression que les deux choses se sont éloignées, qu'il y a eu une espèce d'art moderne, d'avant-garde de plus en plus sophistiqué, et d'autre côté un art populaire de plus en plus simpliste. Et là, il y a tout un monde entre deux qui est fascinant. Et quand je vous demandais est-ce que l'écrivain est là pour rendre justice, finalement, d'une certaine façon, vous êtes d'accord avec cette proposition, qui est peut-être à l'œuvre justement dans ce livre, oui, dans ce livre-là, de justice, oui, quoi. Oui, c'est pas seulement rendre justice à Fernand Hoxsë, c'est rendre justice à toute une forme d'esprit que j'ai voulu remettre à l'honneur. Et ce personnage de Fernand Hoxsë était pour ça passionnant parce que voilà, il se limite pas à la musique, il se limite pas à la peinture, il se limite pas à la littérature, il fait tout ça. Et là aussi, on peut dire c'est un indice de ce changement d'époque, c'est-à-dire que le salon, le café dans les années 1920 ou dans les années 1900, il combine des artistes de tous les genres. Aujourd'hui, regardez de près, soyons honnêtes, les écrivains se voient entre eux, les peintres se voient entre eux, les musiciens se voient entre eux, mais tous ces gens-là se connaissent pas très bien. Et là, il y a quand même un mélange que je trouve fascinant. Je voudrais qu'on vous entende lire, Bonaduteur, sur cette idée de réhabilitation, de rendre justice, de l'écrivain qui rend justice, parce que peut-être ça part au fond du cœur, toutes ces histoires-là, et qu'aucun sujet n'est finalement un produit du hasard. Vous mêlez beaucoup de votre vie à la vie de Fernand Hoxsë. Oui, j'aime bien de toute façon raconter à la première personne. Je crois que c'est comme ça que je raconte le mieux. Et c'est la deuxième fois que j'écris un livre, je dirais, sur un personnage réel. J'avais déjà fait un truc sur les balais roses avec le personnage d'André Le Troquer, un personnage assez sulfureux, très loin de Fernand Hoxsë. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est de raconter en même temps pourquoi j'ai eu envie de m'intéresser à ce personnage, pourquoi ce personnage me parle, etc. Et cette subjectivité-là, je pense, donne une dimension littéraire qui rend évidemment l'enquête, à proprement parler, bien plus vivante. Donc tout le livre est comme ça, une espèce de va-et-vient entre la première personne et le portrait. Alors on vous écoute, c'est au début du livre. On a beau trouver chaque matin enchanteur, avoir conquis un certain bonheur de vivre, cultiver ses goûts, ses amitiés, ses amours, on sait que le rêve ne durera qu'un temps. Plus notre existence progresse et plus se renforce la hantise de ce moment où le chemin lumineux que nous avions cru suivre deviendra ce chemin de croix, où il faudra, comme dans l'enfer de Dante, abandonner toute espérance. On peut bien rejeter les idées sombres ou tenter de les combattre, cela n'y change rien, tôt ou tard, les plus solides se voient rattrapés par la fatigue, la maladie, les épreuves. Ce basculement qui hante mes nuits de pré-retraité survient normalement dans la vieillesse. Il peut toutefois se produire n'importe quand au gré des catastrophes naturelles, des guerres et de toutes les folies humaines. Autant de malheureux découvrent alors ce moment où le simple bonheur du jour fait place à l'appréhension, à la terreur, à la souffrance physique et morale. C'est ainsi que Fernand Hoxsë, après une existence douce et heureuse, entachée seulement par la crainte des microbes, fut enfermé le 31 juillet 1944 dans le dernier train de déportés à la gare de Bobigny, alors même que la libération de Paris approchait. Le convoi 77 partit pourtant avec ses 1300 déportés, envoyés à la mort par le zèle de l'administration allemande, sur le point de quitter la France, mais pressé d'éliminer ce qui subsistait d'enfants, de femmes et de vieillards juifs. Pendant plusieurs décennies, Fernand Hoxsë s'était appliqué à cultiver l'illusion opposée, celle de la bonne humeur et de la légèreté comme vertu supérieure de la civilisation. Dans sa musique, dans ses dessins, dans ses décors, comme dans sa façon de s'habiller, de voyager, de collectionner, cet homme avait recherché la beauté de chaque instant. Entouré de ses amis, du Paris de la Belle Époque, puis des années folles, il avait incarné un art de vivre parvenu à la plus extrême sophistication. Ainsi, l'atrocité de son dernier voyage aura-t-elle contredit toutes ses aspirations, comme si la mort, non contente de le prendre, s'évertuait à nier sa vie tout entière. On pourrait certes juger indécente l'idée selon laquelle la vie heureuse de Fernand Hoxsë augmenterait l'horreur de sa déportation. Le fait d'avoir passé l'essentiel de ses jours dans une société tournée vers les seuls plaisirs esthétiques rendrait-il sa mort plus cruelle? Tous ces pauvres juifs exilés d'Europe centrale et déjà spoliés de leurs biens avaient-ils moins à perdre dans leur calvaire? Leurs assassinats se valent évidemment dans l'ignominie. Il n'en reste pas moins qu'un homme venu au monde avec une certaine fortune, ayant vécu dans un milieu bohème d'une grande liberté d'esprit, cet homme qui n'avait manqué de rien jusqu'à un âge avancé et dont la seule faiblesse était de redouter le moindre courant d'air, se trouvait particulièrement mal préparé pour l'internement à Drancy, l'entassement dans un wagon de marchandises, ces 3 longs jours de calvaire dans la chaleur de juillet, sans eau, sans nourriture, sans secours, sans perspective autre que la terreur justifiée d'une destination inconnue. Merci Benoît Dutertre. La mort de Fernand Hoxsë, c'est chez Fayard. Je voudrais qu'on parle de votre méthode, parce qu'on vous connaît comme romancier.
Or, il s'agit là de prêter votre plume à un personnage qui a existé. Or, si les témoignages sont nombreux sur Fernand Hoxsey, je citais Proust et son Hoxsey règne, ils sont très fragmentaires. Et vous dites, Benoît Dutertre, il a pourtant laissé dans l'histoire musicale une trace extrêmement ténue, réduite à quelques recueils de mélodies. Mais comme je glanais quelques informations sur sa vie, celle-ci m'est apparue de plus en plus étonnante, riche et poétique. Comment est apparu justement ce Fernand Hoxsey ? Comment vous avez travaillé ? C'est-à-dire qu'à l'origine, effectivement, j'avais simplement vu son nom dans quelques textes sur l'opérette, comme ça revenait, notamment sous la plume de Reynald Lohan, et je me dis, mais il est intéressant ce personnage, pourquoi il est mort ? Bon, j'ai compris finalement qu'il était mort déporté. Moi, j'aime bien creuser, si vous voulez. C'est ce que disait Cédric Melletta tout à l'heure. Bon, sur Ruby Rosa, peut-être il y a énormément de choses, de presse, etc. Il faut trier, il faut se faire son idée. Pour Fernand Hoxsey, il y avait pratiquement rien, et donc je me dis, il faut que j'arrive à en retrouver un petit peu par-ci, par-là, en glanant dans les sources. Et c'est là que m'est apparu un personnage qui était bien plus que quelqu'un qui avait contribué à l'opérette. C'est d'abord vraiment le type du dandy des années 1900, c'est-à-dire d'un personnage qui a de la fortune, qui est extrêmement raffiné, qui ne vit que pour les collections et pour l'amour de l'art, qui fréquente Henri de Régnier, qui est vraiment l'arbitre des élégances. Et par rapport à Montesquieu ou à Bonnier de Castellane et le Palais Rose. Tous ces gens-là se fréquentent. C'est le même milieu, sauf que Hoxsey, comme Proust d'ailleurs, est issu d'une famille juive, mais je dirais, il est encore moins à l'origine un bourgeois, parce que ses parents sont vraiment de la première génération. C'est des négociants en ivoire, etc., que justement la Madame de Saint-Marceau jugeait un petit peu vulgaire, etc. Mais par réaction, les fils Hoxsey vont devenir des super dandys et se lier avec tout ce milieu et ne vivent que pour collectionner, aller voir des spectacles, écrire de la poésie. Ils participent aux revues littéraires de l'époque. Le frère de Fernand, Julien Hoxsey, qui effectivement prend beaucoup d'opium, etc. Et donc là, il y a le premier tableau d'un monde qui passe une partie de l'année à Paris, mais aussi une partie de l'année à Venise, et dont tout le Mais but... comment vous enquêtez alors là-dessus ? Parce que c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, parfois l'imagination, vous parliez des mosaïques antiques, il manque des pièces et il faut que l'imagination prenne le relais sur les traces historiques. Comment avez-vous procédé ? Les sources littéraires. Alors évidemment, il y a d'abord les hommages immédiats, mais qui sont pas les plus intéressants, parce que généralement c'est des textes un petit peu sans sève, sans chair. Mais par contre, il y a les journaux d'abord, et notamment le journal d'Henri de Régnier, par exemple. C'est fascinant parce que là, il y raconte vraiment au jour le jour des soirées chez les Hoxsey. Il y a les correspondances, ça, ce sont des sources bien plus vivantes, notamment Madame de Saint-Marceau qui raconte aussi une de ces soirées artistiques organisées par toute la famille Hoxsey, parce que chez les Hoxsey, tout le monde participait au spectacle. Ils arrivaient à avoir les snobs, à les bluffer en faisant des spectacles dans leur maison de Neuilly auxquels participait toute la maisonnée, les enfants, les parents, les domestiques, des spectacles très étranges, mêlant tous les arts, la lumière électrique, etc. Et justement, par rapport au contact des avant-gardes, les Hoxsey, est-ce que le dadaïsme ou le surréalisme... Ça arrive un petit peu après. Là, c'est vraiment l'avant-garde, on pourrait dire plutôt symboliste, c'est-à-dire celle des années 1900, dont ils sont des protagonistes. Alors, sinon, effectivement, il y a des scènes qu'il faut parfois imaginer. Alors, il y en a 4 ou 5 dans le livre. J'ai pas voulu en faire trop, et j'ai surtout voulu que ce soit toujours absolument plausible. C'est-à-dire que cette avant-garde dandy des années 1900, qui passe ses hivers à Venise, comme dit Paul Morand, à un moment donné, elle va se précipiter, justement, là on arrive à l'avant-garde, à l'ouverture du théâtre des Champs-Élysées en 1913, création du Sacre du Printemps, c'est l'année de première publication de Proust, etc. C'est l'année de la modernité et du cubisme. Et là donc, tout le monde se retrouve, et j'ai raconté par exemple une scène qui se passe dans le petit salon privé de Gabriel Astruc au théâtre des Champs-Élysées, après une grande création avec tout Paris de l'époque, avec Debussy, avec Hoxsey, avec la princesse de Polignac, avec Diaghilev. Ça, je l'ai imaginé, cette scène, sauf que je sais par la correspondance de Debussy que Debussy était effectivement là, que son ami André Caplet était là, que oui, c'est Hoxsey... c'est corroboré quand même. Voilà. Ce sont toujours des scènes bordée. Absolument plausibles. Et il y a eu des rencontres physiques aussi. Vous avez rencontré des témoins privilégiés comme Gisèle Casatsu, qui a disparu récemment à 103 ans. Voilà. L'imagination a été alimentée. Alors, c'est-à-dire que, pour la partie 1900, c'était pas possible. Ils sont tous morts depuis longtemps. Par contre, il y a le deuxième temps de la vie de Fernand Hoxsey, qui est celui de la période des années folles, où il devient un peu un des maîtres à penser de la jeune avant-garde. Et là, il y avait encore effectivement quelques survivants que j'ai eu la chance de rencontrer, et notamment Gisèle Casatsu, mais presque par hasard, parce qu'il se trouve que je la connaissais depuis longtemps, j'avais même pas pensé à elle. Puis un jour, lisant quelque chose sur elle, je vois qu'elle parle de Fernand Hoxsey, je me dis, mon Dieu, mais j'appelle tout de suite Gisèle. Et je me précipite chez elle, rue de Steinkerque, à la butte Montmartre,
Chartres, elle avait déjà 100 ans passé. Elle m'a reçu très gentiment et elle m'a dit effectivement, Fernand, c'était le meilleur ami de mon père. Il venait là déjeuner tous les dimanches. Après, il passait au piano, il nous jouait sa musique. Et tout d'un coup, ça, c'est la petite merveille, quoi. C'est un vrai témoignage vécu, incarné. C'est lui qui lui avait offert, mise en contact avec Jeanne Lanvin, qui lui a fait faire sa première robe pour la Comédie Française. Et tout d'un coup, là, évidemment, c'est la chose en plus qui va donner cher au livre. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que on a l'impression, en revanche, que l'écrivain, ou disons le romancier, décide de s'effacer, et c'est un peu le paradoxe du livre, ça s'appelle La mort de Fernand Hoxsë, mais vous vous refusez à décrire les derniers jours, les derniers instants. Vous dites, je trouverais indécent d'imaginer en romancier les derniers jours de Fernand Hoxsë. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent dans la mesure où on peut penser que le roman est parfois l'outil le moins indécent, justement, pour approcher cet indicible, même cette atrocité? Moi, vous savez, d'imaginer les gens, de les décrire en romancier dans la chambre à gaz, entassés les uns contre les autres. Il y a eu des grands textes. Il y a eu des grands textes, mais ils existent déjà. Et il se trouve que, par ailleurs, j'avais néanmoins, en plus, une réserve pour pouvoir me lancer là-dedans, c'est que je ne suis pas sûr qu'il soit mort comme ça, parce que certains de ses amis, notamment le chef d'orchestre Manuel Rosenthal, disent d'où est-ce qu'il tenait ça, j'en sais rien, mais qu'il serait mort dans le train. Il n'y a pas de correspondance de lettres de... Non, mais en tout cas... Comme dans le cas de Desnos. En tout cas, il n'y a plus rien à partir du moment où il quitte Bobigny et où il part. Et peut-être est-il mort dans le train, peut-être est-il mort gazé en arrivant. Donc je voulais pas décider, moi, par une scène imaginaire, comment il était mort, si vous voulez. Par contre, je suis allé à la rencontre de deux survivants de ce Convoi 77, et ça a été pour moi une grande expérience aussi. Ils ont été charmants tous les deux. 31 juillet 44, dernier train qui part de région parisienne avec Hoxsë et sa femme. Et j'ai rencontré là deux messieurs charmants, un qui habite Versailles, l'autre Lyon, qui étaient tous les deux adolescents dans ce même train. Et là, j'ai pu raconter d'une façon plus personnelle ce dernier voyage. Ça me semblait plus juste et plus en phase avec mon projet. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une liberté de romancier, finalement, dans ce choix de ne pas raconter les derniers instants d'Hoxsë? Vraiment, un choix ou une liberté du cœur. C'est-à-dire que il y a une phrase qui m'a frappé. Je ne crois pas, écrivez-vous, qu'Hoxsë se soit vu comme une victime de cette nation dont il vénérait la culture et l'esprit. Et au fond, vous refusez à en faire un personnage de tragédie. Absolument. Vous le laissez dans sa lumière, finalement. Le livre vient de la prise de conscience que, d'une certaine façon tardive chez moi, que l'existence est tragique. Et Hoxsë en est la démonstration. Néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer le côté lumineux de cette existence. Et effectivement, je me voyais pas développer le pire de sa vie, qui est tellement le contraire de tout ce qui a fait sa beauté et son amour de l'existence. Donc voilà. On vous sentait intéressé, Cédric Melletta, quand Benoît Duteurtre parlait justement de ses rencontres avec Gisèle Casatsu. Vous demandiez à l'instant est-ce qu'il n'y a pas d'archives. Vous dites dans votre livre, il faut s'armer de patience dans nos investigations. Avant de renoncer, de s'avouer vaincu, on tente un dernier baroud du côté des archives communales de Boulogne-Billancourt. À présent, il est temps de monter à bord de cet étrange prototype qu'est la vie de Rubirosa. Ça a commencé comment? Comme une notice de dictionnaire. Le portraitiste n'est pas un biographe. Le voilà pour dire. On sent la volupté et en même temps l'effort que demandent toutes ces recherches quand on est sur de la matière vivante comme ça. Je crois qu'il y a aussi une formation, des années de formation, doctorat, ça... C'est pas très sexy pour séduire les filles, quand on dit qu'on est doctorant en histoire. Mais bref, il y a une endurance. Il y a même un réflexe de dire Rubirosa, il y a tout ça, oui, c'est peut-être le contraire de la démarche de Benoît, qui lui a dû trouver le peu qui existe. Forer pour aller trouver on est dans une sécheresse. Vous, mais moi, c'était le contraire. C'est le puits de pétrole, quoi. Regardez tous les tabloïds des années 50, 60, la masse documentaire, les photographes, le fond photographique. Que vous regardez sur microfilm à la Bibliothèque nationale. Il y avait trop de sources. Donc il fallait aller à l'archive. Assez peu d'écrivains, j'entends dire, de personnes qui ont écrit sur Ruby, parce que vous avez mis des guillemets, parce que les auditeurs ne le voient pas, vous faisiez le geste des guillemets. Il y a assez peu d'écrivains qui, dans la destinée de Ruby, sont allés à l'archive. Vous citez ce passage des archives municipales, communales de Boulogne-Billancourt. Je me suis astreint à ce travail. C'est long, mais c'est excitant. Qu'est-ce qu'il y avait forcément... à Boulogne, d'ailleurs, sur il y avait des choses sur les transferts de nuit, les urgences, les médecins. Il y avait rien, aucun procès verbal sur l'accident. Encore une fois, je veux pas être vous savez, ce personnage de Mel Gibson, là, dans Complot, là. Je veux dire, il a été tué. Non, pas du tout. Mais je me dis, là, ça corrobore. Tout ça, il va pas falloir essayer de trouver
il va falloir trouver. Oui. Et ça, c'est la grande nuance. Mais il y a une jubilation à plonger dans les archives. Alors moi, je l'ai sans doute fait moi parce que j'ai pas fait des études très sérieuses, mais je l'ai fait pour ce livre et aussi pour Les Ballets Roses. C'est merveilleux, quoi, quand on va passer une journée aux archives de Paris. Mais je ne jamais se perdre, les c'est choses. un dédale. Oui, Ah oui. et c'est vrai, c'est un dédale parce que on finit par se passionner pour des détails qui finalement se seront peut-être même pas retenus dans le livre parce qu'en fait c'est insignifiant. Mais sur le coup, quand on trouve effectivement le microfilm, le détail en question, ça nous paraît avoir une importance extraordinaire. Le motif dans le tapis. Voilà. Et on est aidé aussi. Moi, j'adore ça parce que ça marche pas à tous les coups, mais on tombe sur des archivistes formidables, moi, que ce soit à la Bibliothèque nationale ou aux archives de Paris, qui m'ont aidé, qui eux-mêmes ont prolongé des recherches à titre privé pour m'aider à creuser encore certains points. Et ça, c'est vraiment une grande joie de ce travail. Vous disiez, c'est un dédale, il faut pas se perdre. Dans la vie de Rubirosa, par exemple, il y a parfois des motifs qui vous ont aveuglé et qui auraient pu justement éclipser tout le reste. Plutôt qu'aveuglé, éclairé. Parce que, et là encore, l'avantage d'être un écrivain de notre temps contemporain, c'est de pouvoir utiliser une arme fantastique qui est la numérisation. La déclassification des archives, la numérisation, c'est ce qui m'a surtout servi. Oui, alors là, vous dites numérisation, archive, ça donne l'impression de quelque chose de très ardu. Ce livre Tombeau pour Rubirosa, qui paraît chez Séguier, Cédric Melletta, il est tout sauf lié à ces images qu'on se fait parfois des archives. C'est flamboyant, c'est rutilant, c'est la vie d'un playboy, joueur de polo, séducteur dont les écrivains ont beaucoup parlé, qui connaissait tous les puissants de l'époque, zone d'ombre, zone de lumière. Il est apparu comment, ce Rubirosa? Vous le disiez un peu, c'est par la littérature au départ qu'il vous aveugle presque. Par la littérature au départ, par ma passion aussi de la Seconde Guerre mondiale. Ce type de vie, on se dit que l'œuvre est trop importante par rapport au personnage, par rapport à l'homme. Précisément. Et ça, c'est vraiment la thèse que vous suivez. C'est-à-dire que sur Rubirosa, vous parlez de Marc Lambron, d'ailleurs, dans ce livre, qui cite beaucoup Rubirosa, comme tant d'autres, Modiano, Vargas Llosa. Absolument. Et en fait, vous avez voulu, non pas faire une épure, mais éviter les clichés. Et je disais Lambron parce que Lambron écrit qu'il se rappelle que dans certaines familles, Rubirosa était devenu un nom commun pour désigner un poivrier parce qu'on lui prêtait, la légende de Rubirosa aussi, c'était cet animal sexuel totalement superdoté par la nature. Ça, vous le mettez à distance assez vite. Un petit peu, oui, je voulais pas rentrer dans les vérités vraies, les choses qu'on charrie de génération en génération. Je me dis, c'est Rubirosa pour que ce type ait marqué son époque. Pour plaire à Marilyn, à Ava, à Daniel Darieux, Ava Gardner. Kennedy. On oublie trop souvent que Ruby était l'intime du papa, le vieux Joe Kennedy, en 38, sur la Hayden Rock. Ça, personne ne le dit. On a le type qui débarque dans les années 50, qui a épousé une héritière, qui est un sale gigolo, et qui, bien fait pour lui, il va se cracher dans son marronnier du bois de Boulogne. Donc, comme chez Bonaduteur, il y a finalement aussi la volonté de rendre justice, de réhabiliter le personnage, comme pour Fernand Hoxsey, finalement. Rendre justice, mais vous savez, quand on travaille par le passé sur un collabo, on a toujours cette méfiance, fascination, répulsion. Chez moi, je suis habité par ce sentiment. La prudence, je dis pas thèse, antithèse, mais ça reste, la dialectique, elle reste toujours là. Donc je me dis, voilà, gentil fripouille, corbeau et renard, peut-être, mais enquêtons et trouvons les archives de la CIA, les archives du FBI. Là, on parle de lourd. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi trouvons quoi, en fait, trouvons quoi en dehors de ces sa part d'ombre. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous intéresse à ce point chez lui? Regardez cette couverture. Oui, la couverture du livre avec ce personnage, donc Rubirosa, regardant intensément, mais avec un visage d'ailleurs comme crispé, une jeune femme à l'arrière d'une voiture. Il n'y a pas une gueule, il y a du mystère dans ce visage. Vous êtes bien d'accord? Et surtout, il y a l'image du belâtre, un type qui conduit des voitures, qui a son propre jet privé, qui conduit des motos, qui boxe, qui a une raison sociale de diplomate, qui va dans le monde entier. Sa géographie sentimentale se limitait à 42 villes dans le monde. Il n'y a pas plus facilement pour un écrivain. Enfin, il faut s'emparer de l'histoire pour la faire passer, pour la partager. Au fond, il n'y a pas de meilleur personnage. Il n'y a pas de meilleur personnage, parce qu'en plus, il n'y a même pas de film. Il devrait y avoir un biopic. Même si, paradoxalement, les Américains ouvrent les archives Kennedy, je crois que il y a des choses qui empêchent de faire un film. Oui. Qui peuvent un peu bloquer, je pense. Alors, encore là, la paranoïa peut-être. Alors, on n'a pas le film, mais on a la musique, puisque vous avez choisi Papa Loves Mambo de Perry
Como. On écoute tout de suite, c'est sur la bande son d'ailleurs de Ocean's Eleven. Voilà. Absolument. Papa Loves Mambo de Perry Como, c'est le choix de Cédric Melletta qui publie chez Séguier. Tombeau pour Rubirosa, c'est la bande son de l'époque. C'est la bande son de l'époque, oui et non, mais surtout, tout de suite, on est dans le style, on est dans les musiques du monde au sens propre, comme au sens figuré. Oui, le grand monde aussi. Alors peut-être les historiens de la musique et de la danse diront mais non, mais Rubirosa c'est pas le mambo, c'est plutôt la calypso, la guaracha, le mariachi. Eh bien non. En plus, il y a quand même, vous l'avez rappelé, il y a le film Ocean's Eleven qui est quand même un film de jeu, de cercle de jeu, de gentils fripouilles. Clownet, il y a des accents et des postures très rubirosiennes. Alors, c'est un récit biographique, hybride, ce tombeau pour Rubirosa, sous-titré Un roman, d'ailleurs, Cédric Melletta. C'est une enquête autour de ce personnage qui, comme d'ailleurs Fernand Hoxsey chez vous, Benoît Dutertre, a été une sommité à son époque, Porfirio Rubirosa. Derrière ce nom de joyau, puisque Rubirosa, c'est ça qui est génial. Porfirio, on est du côté de Byzance, le porphyre, les porphyrogénètes, la pourpre. Rubis, Rosa, le rubis rose, quoi. Rubis rose de pourpre. Hein, c'est assez marrant parce que moi, au départ, quand je me suis lancé en 2010, où j'ai commencé à approfondir mes recherches sur rubis, j'ai commencé par l'identité, l'état civil. Le porphyre, la rose, le rubis, matière de l'homme pressé. Puis un personnage de Porphyre chez Dostoïevski, d'enquêteur, donc c'est parfait pour vous. Alors, je disais, derrière cet homme se cache un mondain, qui a peut-être été plus qu'un mondain, peut-être un agent secret, à la fois à la solde des pires dictateurs de son temps, notamment Trujillo, dont il a épousé la fille, un diplomate aux 1001 femmes, doté, je le disais davantage, certains, dixit la légende, proche des Kennedy, proche de Zaza Gabor, de Daniel Darieux, donc là qui nous ramène justement à ce Vichy dont on parlait avec vous, Benoît Dutertre. Peut-être aussi un modèle du James Bond, un des modèles de James Bond. Il a rencontré Ian Fleming. Il l'a rencontré. Et alors pour ce tombeau pour Rubirosa, un roman, vous commencez par la mort de Rubirosa, mort spectaculaire, comme si finalement seule la mort pouvait éclairer un tel destin. Surtout une mort aussi fracassante, j'ai envie de dire. Hein. Là, on est dans la mort
une mort mythifiée, une mort de mythe potentiel, une mort d'écrivain ou de. Parce qu'il y a de grands accidents quand même à l'époque. C'est effectivement l'époque des tôles. C'est comme une mode en fait. L'époque des tôles fracassées. Voilà, les tôles compressées, comprimées. Roger Nimier. Nimier, Huguenin. Albert Camus. Camus Gallimard, absolument. L'accident de Sagan, alors il y en a qui en échappent. Sagan donc et pour je me vous, suis dit voilà, il y a déjà un crash. Ça commence dans le fracas et on se dit on va tout de suite mettre ça. Et on va essayer de démonter peut-être tout ça. Il n'y a pas de rapport de police. Un accident qui se passe dans le 16e, ouest de Boulogne, d'une personnalité menant l'enquête. Et déparons-nous du moment biographique, du classique biographique, en commençant par la fin, et remontons le fleuve. Ça ne peut pas être aussi simple. Il a toujours fait preuve d'habilité, Ruby Rossa, toujours. Il a toujours assuré ses arrières. Et là, non, c'est trop, ça ne marche pas. On vous écoute lire, c'est le début. Fatal Ferrari, la mort de Ruby Rossa. On pourrait croire que rouler seul à bord d'une voiture inestimable sur une route déserte est à la portée de n'importe qui. C'est une grosse erreur. Il faut être au mieux un engloutisseur d'espace, au pire un homme pressé qui a la postérité dans des paumes faites pour les volants de cuir. Avec 12 cylindres sous son capot, la Ferrari 250 GT série California Spider est un monstre surbaissé aux froids reflets métalliques. Elle contient sur ses flancs la vitesse tant convoitée. Jouissive quand tous ses organes rendent à la perfection, d'une cruauté sans nom quand sa direction perd le nord. Ce monstre à 4 roues dont l'homme tombe inexplicablement amoureux est le premier des mystères. Construite sur mesure, d'une visibilité, d'une suspension et d'une tenue de route hors pair, elle palpite au même rythme que le conducteur qui fait corps avec elle, et ses réactions souvent inattendues ne peuvent être maîtrisées que par une main de fer. Le second mystère est l'homme lui-même. Du moins, les subtilités de son pilotage, à l'aune d'une personnalité, disons, charismatique. Porfirio Rubirosa Arizza, dit Ruby, on prononcera Robé, que l'on soit russe, tatar, biarro ou neuilléen, un simple diplomate mais à renom planétaire. Étonnant pour quelqu'un qui n'est ni président de superpuissance, ni homme d'État prometteur, ni pape réformateur, ni chanteur, ni acteur, ni producteur, ni ambassadeur pour une griffe, pour la paix, pour les droits de l'homme. Pas même un youpi trop vite enrichi. Un simple diplomate au volant d'une décapotable de marque italienne. Série limitée. Il y a aussi les hasards du destin. C'est souvent ce que l'on croit. Merci Cédric Melletta. Tombeau pour Ruby Rossa. Roman. Alors pourquoi avoir mis roman ? Je pense que par rapport à mon premier livre, là j'ai voulu vraiment emmener le lecteur. On part à la recherche de Ruby Rossa. C'est pas un livre sur Ruby Rossa. Vous allez venir avec moi à Boulogne, vous allez venir avec moi à Santa Monica, et on va contacter des gens. Il y a des mails, il y a YouTube. C'est la véritable enquête. Et je crois que c'est cette osmose qui, pour moi, est la plus romanesque dans ce Là, il y a le côté, travail. Là, il y a le côté Capote. Vous en parliez tout à l'heure. Ruby Rossa est mentionné aussi par Truman Capote dans 200 froids, où on est totalement aussi avec lui. On va jusque dans la prison. Et vous emmenez d'ailleurs, comme vous, Benoît Duterte, finalement. On va avec vous à la rencontre de Fernand Hoxsey et on va avec vous, Cédric Melletta, à vos rendez-vous. Par exemple, je prends ce passage sur la folie Ruby. Donc Ruby avait une folie, comme à l'époque de Fernand Hoxsey. C'est-à-dire ces hôtels, ces maisons un petit peu particulières. C'est curieux d'ailleurs ce mot de folie. Oui, en l'occurrence, je fais une petite parenthèse, dans le cas d'Hoxsey, c'était particulier parce que lui, c'était un fou d'automates. Et sa maison faisait peur à tout le monde parce qu'elle était peuplée de créatures extrêmement étranges, un peu comme dans la règle du jeu, on voit tous ces automates. Et chez Fernand Hoxsey, c'était vraiment comme ça. Et tout Paris venait pour voir cette collection invraisemblable, dans cette folie, oui, qui était son appartement parisien. Alors, je prends l'exemple de la folie Ruby, le début. Je me présente, je suis la fille de Lorraine et de Gérard. J'ai bien connu Ruby, petite fille à Ville d'Avray notamment. Ma mère est décédée, mon père, 93 ans, pourra probablement vous raconter plein d'histoires qu'ils ont vécues ensemble. Si je prends le temps de fouiller, je dois avoir des photos des albums de ma mère. Pas sûr, à vérifier. Si cela vous intéresse, belle soirée, à bientôt, signé CB. Et là, vous continuez, Cédric Melletta. Si cela m'intéresse, pas qu'un peu. Avant de jouer avec les mots, après avoir tâté spontanément son inspiration, l'écrivain est d'abord celui qui regarde. Alors pensez, exhumer des photos quasi perdues prises par des tiers, des intimes, des obligés. Mieux,
des compagnons de route de Ruby Rossa. Vraiment, on ne s'en privera pas. Et là, vous nous emmenez, nous lecteurs, à la rencontre avec cette dame qui est maintenant âgée, comme un peu avec Gisèle Casatsu. Il y a ce côté, quand on écrit sur ces matières vivantes, nécessaire, ou que vous pensez nécessaire, d'emmener justement le lecteur avec vous. C'est plus rassurant quand on est de faire ça à plusieurs que d'être un peu tout seul avec sa paire de lunettes et son clavier et son iPhone. Pour la rendre crédible, cette histoire, il faut voyager accompagné et il faut un peu, passez-moi l'expression, ouvrir les cuisines. Vous avez ouvert les cuisines, Benoît Dutertre aussi, de Fernand Hoxsë? Oui, je vous disais, la différence, c'est qu'il y a très peu de sources. Et du coup, chaque petite source devient une merveille, quoi. Quand Pascal Honegger, la fille du compositeur, m'envoie une photo de Fernand avec son père, tout jeune, charmant, tous les deux. Je suis heureux, j'ai de quoi en faire tout un bout du livre, parce que tout d'un coup, le personnage se rapproche de moi. Mais c'est la rareté, d'une certaine façon. Vous savez, c'est comme pour les époques anciennes de la photographie ou de l'enregistrement, la rareté des documents leur donne une force peut-être singulière. 56 chapitres, Cédric Melletta, comme les années en fait vécues par Porfirio Ruby Rossa. C'est un choix assumé et certains diront il est mort jeune. Moi, je pense que avec la densité depuis, c'est un type on va le faire vraiment commencer à vivre en 24 quand il rentre à 14 ans. Au bœuf sur le toit, le bœuf de Picabia, de Duchamp, de Mac Jacob. Donc, dès 1924 jusqu'à 65, il y a un choix de rendre hommage à cet âge un petit peu médian, ni trop vieux, ni trop jeune. Je les cite, ces passages qui donnent l'ambiance aussi de ce livre. Balises diplomatiques, les taxis de Marne, Miami Vice, Mémoire d'un touriste, Breakfast chez Kennedy, la tournée du Grand-Duc, retour de l'URSS, Goldfinger, Todo liquido, c'est la fin en liquide, démesuré, où tout explose, tout jaillit. Pour finir, je voudrais vous poser cette question, puisque vous avez enquêté sur ces personnages qui finalement restaient méconnus, même s'ils ont été importants à leur époque. Quel est l'élément, en une phrase, la chose que vous avez aimé le plus découvrir pour vous, chez Fernand Hoxsë, ou pour vous, Cédric Melletta, chez Porfirio Ruby Rossa? Alors, ce que j'ai aimé vraiment découvrir, c'est les contre-vérités. L'autre Ruby, Gérard Bonnet me confiait que Ruby rêvait que d'une seule chose, c'était de finir un peu paysan, gentleman, farmer, avec texto, Ruby a dit, moi, voilà, tu vois, voilà, je veux ce champ, cette ferme, j'aurais tellement voulu vivre comme ça, avec 10 000 balles. Voilà, ça c'est ce genre de choses qui... Retourner la légende. Voilà, exactement. Retourner la légende. Et vous, Benoît Dutertre? Je dirais d'abord, cette amitié fraternelle pour le tout jeune Honegger qui débarque à Paris, et ce grand personnage parisien qui est Hoxsë, qui le prend sous son aile, qui lui ouvre les portes. Le mentor. Ouais, c'est merveilleux. Le Pygmalion tellement chaleureux, et cette tendresse entre ces deux hommes, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Et puis j'ajouterais juste, ce qui me fascine, c'est ce qui reste à venir, parce que ce qui est beau quand on redécouvre un personnage oublié comme ça, c'est que depuis que le livre est paru, il y a des gens qui m'envoient des choses, qui ont connu, qui connaissent quelqu'un qui a connu. Il y a donc l'enquête qui va suivre le livre, et d'une certaine façon, comme si j'avais redonné vie à l'embryon de quelque chose qui va peut-être se développer un petit peu dans les temps à venir. Donc après la mort de Fernand Hoxsë, il y aura la vie de Fernand Hoxsë. Merci à tous les deux, Cédric Melletta et Benoît Dutertre. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe. Je rappelle le titre de vos livres: Tombeau pour Ruby Rossa, un roman. Cédric Melletta, c'est chez Séguier, et La mort de Fernand Hoxsë de Benoît Dutertre chez Fayard. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Sophie Marty, Anne-Laure Chanel à la réalisation, Olivier Dupré à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant 1 an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr. Cette émission sur ces mondes engloutis, sur Fernand Hoxsë, sur Ruby Rossa, avec Cédric Melletta et Benoît Dutertre.